Donc très rapidement, l'ESP quand même en 2 mots, parce qu'il me semble important, je ne sais pas qui est dans la salle, de dire que l'ESP c'est l'école supérieure du professorat et de l'éducation, et qu'à ce titre-là, elle a pour mission, cette école, de former les futurs enseignants. Donc toutes les questions qui ont été évoquées par Mme Benouchi sur l'obligation des enseignants de développer le numérique, forcément, l'école supérieure du professorat se pose cette question de façon cruciale et déterminante. J'ai été recrutée, vous l'avez dit, il y a 18 mois à l'ESP, et une de mes premières missions, moi qui ne suis absolument pas spécialiste du numérique sur un plan technique, comme cela a pu être souligné, a été de définir, de mettre en œuvre, déjà de définir puis de mettre en œuvre, les choses dans l'ordre, le projet du numérique de l'ESP. Alors, c'est un grand défi que de commencer par mettre un projet en place dans une école qui forme des enseignants dans un contexte où les directives ministérielles obligent à développer le numérique. L'ESP n'était pour autant quand même pas en passe de ne rien faire sur le numérique. Nous avons des enseignants, des formateurs TIS experts sur la délivrance des certifications liées aux compétences du numérique. Nous avons toutes nos salles, ou presque, qui fonctionnent avec des TBI. Donc il m'était déjà un peu difficile de faire des choix dans des cadres contraints sur un plan financier, parce que plusieurs d'entre vous, déjà précédemment, ont évoqué la question des moyens, et on sait bien que c'est quand même le nerf de la guerre qui fait avancer tous les projets. Donc, première étape d'un projet que j'ai conduite avec une équipe de pilotage. Je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai défini ce projet toute seule. Donc, l'idée d'abord, ça a été de constituer une équipe de pilotage représentant l'ensemble des acteurs de l'ESP, et puis de faire un état des lieux de l'environnement numérique de l'ESP. Cet environnement a été conduit sur 3 axes qui me paraissent importants. L'environnement en général. Qu'est-ce que ça donnait au niveau des outils qui étaient mobilisés et mobilisables à l'ESP? Est-ce que ces outils étaient utilisés, et si oui, comment? Il y avait un site, il y a toujours d'ailleurs, il y a un intranet qui n'y a plus, puisque j'ai fait le choix de le fermer puisque personne n'utilisait. Donc voilà, on a fait un état des lieux de l'ensemble des usages. Il est apparu dans cet état des lieux de l'environnement numérique que le site intranet n'était pas utilisé et était très coûteux en termes d'alimentation, que le site de l'ESP était utilisé mais ne répondait pas tout à fait aux demandes de nos extérieurs qui recherchaient des informations spécifiques sur le site de l'ESP. Et puis, quant aux salles, les fameux TBI, eh bien, j'ai vu qu'ils n'étaient pas utilisés en termes de TBI, l'aspect I interactif était un peu laissé de côté, et ils étaient par contre largement utilisés en termes, comme on le fait là, c'est-à-dire en termes de vidéoprojection. On a poussé un peu plus l'analyse sur ce champ-là pour savoir pourquoi les enseignants, les formateurs, parce que je vous rappelle comme ils forment les enseignants, c'est important que les formateurs aient des compétences développées pour pouvoir développer les compétences des futurs enseignants. C'est l'effet de chaîne qui est important à avoir en tête. Et en fait, les réponses fort sages et fort honnêtes d'ailleurs des collègues formateurs étaient de dire qu'il y avait eu, et c'est un constat, plusieurs dotations de tableaux blancs interactifs ou plus ou moins interactifs à l'ESP, dotés chaque fois d'un logiciel différent, et il était très coûteux pour tout formateur de s'approprier chaque logiciel selon les types de salles. Donc l'idée que le ministère prône et développe, qui a été soulignée tout à l'heure, de prendre en charge ses propres outils pour enseigner est une question qui a fait son chemin, et j'y reviendrai parce qu'il me semble que ça, c'est rassurant et pour le formateur et à terme pour les futurs enseignants. Au niveau de l'environnement, je dois aussi souligner que nous avons fait le constat que lors des conférences, les stagiaires, qui sont de futurs enseignants et qui sont même déjà enseignants à temps partagé en classe, ont une attitude que les formateurs nous renvoient régulièrement. Et l'attitude, c'est ils sont tous avec leur portable ou leur tablette en conférence et ils prennent des notes ou pas. Ils sont sur les réseaux sociaux parce qu'on a un intranet qui est très très puissant avec des bornes Wi-Fi de partout. Et ils sont en multitâche, ils écoutent un peu la conférence, c'est comme la télé le soir, le conférencier en général est sage, il reste bien devant, et ensuite les stagiaires regardent leurs réseaux sociaux. C'est du bring your own device.
Et de ce fait-là, nous nous sommes interrogés sur cette interaction qui n'existait plus. Un exemple aussi annexe nous a fait réfléchir, tout cela pour donner du contexte de nos choix qui ont été, on va dire, maintenant défendus et qui ont été formalisés et qui ont été portés au conseil d'administration de l'ESPE et au conseil d'école. Nous avons une autre des tendances qui est très universitaire, Lyon 1, était de dire de toute façon maintenant il faut des MOOC de partout, vous savez c'est massif, online, c'est-à-dire on met les conférenciers dans des petites boîtes et puis les gens chez eux tranquillement au coin du feu écoutent. Donc nous on a fait le test pour voir ce que ça pouvait donner avec une analyse très fine et nous avons des exemples. Alors les formateurs qui n'avaient pas encore cette expérience se sont gentiment enregistrés pendant 4 heures, c'est-à-dire que la conférence qu'ils faisaient à présentiel, eh bien ils l'ont fait à distanciel. Donc pour eux, premier obstacle, tout cela pour dire que les formateurs ont dû développer et doivent développer des compétences spécifiques au vu des nouveaux usages que l'on souhaite mettre en œuvre. Donc le formateur, au lieu d'être en présence d'un parterre de qualité comme vous pouvez être ce soir, parlait face à l'écran et enregistrait leur conférence qui était mise en ligne et que les stagiaires ou les étudiants pouvaient consulter. 2 constats. D'abord, tout le monde a râlé. C'est super. C'était intéressant de râler parce que le formateur, pour lui, c'était très contraignant. C'est difficile de parler sans avoir des feedbacks, de pouvoir répondre. 2 premiers points. Du point de vue des stagiaires, il leur a fallu leur donner, mais ça c'est du technique, du temps équivalent leur permettant de prendre le temps de la conférence, bien évidemment. Et nous avons constaté dans l'analyse que les stagiaires, au lieu des 4 heures passées à écouter la conférence, en ont passé 8, 10 ou 12. C'est-à-dire qu'ils ont été pris par l'apprentissage tel qu'on peut le penser, c'est-à-dire qu'ils ont pu faire des allers-retours. Quand ils ne comprenaient pas, ils y retournaient. Ils ont construit eux-mêmes leur propre scénarisation d'apprentissage de cette conférence. Bilan de cet état des lieux très ponctuel, c'est qu'au fond, les formateurs ont fait le constat que dans le cas de la conférence en présentiel et dans le cas de la conférence à distance, les apprentissages, ce qu'ils avaient retenu, étaient plus performants. Écueil quand même, c'est que c'était très coûteux sur un plan personnel et on ne peut pas s'engager sur des dispositifs de ce type-là constamment sans engager un peu de scénarisation. Donc ça c'était l'environnement. Dans les choix que nous avons faits sur l'environnement numérique, on a essayé de mettre en place des dispositifs qui permettent des enregistrements, des salles qui permettent des interactions et j'y reviendrai en détail. Et nous avons aussi réadapté les espaces que notre intranet ou notre site lui-même, de façon à communiquer d'une façon claire et lisible avec l'ensemble de nos usagers. Sur le champ des formateurs, les pratiques étaient et sont complètement différentes. On a une équipe numérique très très forte, très technicienne, maîtrisant les outils d'une façon très experte, que je ne maîtrise absolument pas, je l'avoue très humblement. Et nous avons d'autres formateurs qui ont leurs propres outils et qui utilisent peu ou prou les dispositifs et l'environnement mis à leur disposition. Nous avons fait, dans une dynamique, on a 2 axes. Soit on dit, il faut que vous fassiez comme ça, donc mettez du numérique dans vos formations, soit on s'appuie sur l'envie et les besoins des personnels pour pouvoir faire évoluer et impulser des projets. C'est ce 2e axe que nous avons retenu. Nous avons fait un appel aux formateurs en leur disant si vous avez envie, si vous avez besoin dans votre discipline spécifique d'utiliser les nouvelles technologies d'une façon plus performante, plus appropriée, plus maîtrisée, nous mettons à disposition un formateur qui va vous accompagner avec les outils si vous en avez besoin. Bon, on avait bien entendu que le ministère dotait largement les établissements. Et nous, sur l'aspect technique, je n'ai jamais pu régler la question, je fais une petite digression, entre l'ensemble des formateurs numériques sur un type de tablette ou une option de tablette qui était à choisir. Il y avait les pros de Apple, il y avait les pros d'Android, il y avait les pros de Windows, enfin, donc nous n'avons jamais tranché. Donc, tranché pour choisir, nous avons équipé en tablette des formateurs d'une façon équitable et le formateur qui choisissait de travailler, de faire une recherche sous Android, il avait ses tablettes Android et à côté, il y a eu des groupes de formateurs qui ont eu leurs tablettes sous Windows pour développer au sein de leur discipline des usages différents de leur enseignement. La question qui est posée derrière,
Dans ces petits groupes de travail, nous avons aujourd'hui, dans le cadre d'une rémunération en termes de formation de formateurs, des groupes de formateurs en gros disciplinaires qui se sont engagés avec des choix. Ils ont fait un projet et on les a accompagnés. Concrètement, cela permet à des gens motivés de commencer à scénariser, c'est-à-dire de mettre en scène autrement leur enseignement en utilisant d'une façon adaptée au bon moment de l'apprentissage ou de l'enseignement, tout dépend du point de vue, les outils numériques. On n'est pas là sur un tout numérique, on est sur la question à quel moment est-il judicieux de pouvoir utiliser tel ou tel outil numérique, tel ou tel environnement numérique. Le constat est fait quand même que ça, nous sommes en cours d'expérimentation sur ce champ-là, c'est que les formateurs en grande masse, même s'ils utilisent les tableaux qui ne sont plus vraiment blancs, enfin les tableaux qui se veulent blancs mais qui sont utilisés en vidéoprojecteur, restent quand même dans une confrontation de classe qui reste transmissive. Et donc nous, la question qui est derrière, c'est comment permettre une réappropriation d'une mise en scène du savoir qui permette à ce que chacun, ça a été évoqué tout à l'heure, soit réellement acteur. Alors là, vous avez, et je remercie pour la rapidité d'avoir pu insérer la diapo que j'ai envoyée tout à l'heure, un exemple d'une évolution des environnements que nous souhaitons mettre à l'ESP pour dépasser ce qui existe aujourd'hui, la forme scolaire qui est très transmissive. Qu'on le veuille ou non, dans les classes et même en formation, nous souhaitons dépasser ce cadre de relations transmissives permettant aux élèves ou aux étudiants ou aux stagiaires, tout dépend de leur statut, de pouvoir utiliser leurs propres outils, être dans l'interactivité, dans l'interaction, dans la collaboration, en utilisant les multifonctionnalités des outils numériques. Je ne sais pas si je suis très claire. Très concrètement, nous avons eu la possibilité, je n'ai pas regardé le temps, mais vous m'arrêtez. Hein. Eh bien, je vous arrête. Je termine juste sur l'esprit, ça tombe très bien. Sur la description de cette salle. Le principe, c'est donc d'essayer d'enseigner autrement en changeant le rapport de l'enseigné et de l'enseignant. C'est-à-dire permettre à celui qui est en train d'apprendre de pouvoir utiliser les potentialités du numérique, les potentialités des multiconnexions dans une salle adaptée. La salle est constituée, et dans chacun des 3 SP, à Bourg, à Saint-Étienne et à Lyon, il y a la mise en place de cette salle. Donc un investissement assez énorme quand même de l'ESP, et je remercie le fait que l'on m'ait suivi. Une dotation de 3 tables, qui sont toutes mobiles, avec des chaises toutes mobiles, et avec pour chacune des tables un écran, comme vous pouvez le constater, qui permet une connexion. Et alors là, j'étais ravie de savoir que ça existait, parce que j'en avais le rêve et ça venait de sortir. C'est la possibilité, avec votre propre ordinateur, tablette ou autre, de vous connecter directement sur l'écran, sans avoir une connexion compliquée, sans qu'il y ait on va dire 10 000 logiciels à charger. Il y a juste une mini-application qui prend 3 secondes à télécharger pour pouvoir être en connexion partagée ou complète avec chacun des écrans de la salle. Et il y a un grand écran qui permet de tout partager. Une seule chose, la conclusion. Je pense que pour que nous puissions avancer sur le champ de l'utilisation des outils numériques dans l'enseignement et dans l'apprentissage, je pense qu'il faut faire confiance aux personnes, confiance au personnel, aux enseignants et surtout aux élèves.